J'ai jamais réussi à trouver ma place, je me suis sentie toujours mal aimée. Et j'ai eu des relations très conflictuelles avec ma mère. Je me sentais pas du tout avec l'instinct maternel. L'impression que mon fils était la cause du fait que mon couple n'allait pas bien. J'étais partie dans un engrenage infernal. Je crois que malheureusement, j'ai de la violence envers tous ceux qui m'aiment. Je veux lutter contre ça. C'était pulsionnel, ce sont des pulsions qu'on ne contrôle pas. Je lui donnais des gifles, des coups de poing. Je crois même que j'ai donné un jour des coups de pied. Elle s'énerve, elle hurle, elle peut hurler. Dans ces moments-là, tout est reproche, tout est... voilà, quoi. Il fallait qu'elle soit un enfant modèle. Ce qu'on avait exigé de vous? On avait exigé de moi aussi. Ouais. Des maltraitances psychologiques, c'est quoi? C'est l'humiliation. Je partais, je lui parlais plus, je claquais une porte. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être mère. Mais comment mettre un terme à cette violence? Eh bien, il faut repérer le moment où la violence arrive et accepter, accueillir l'amour de l'autre que vous n'avez pas eu enfant. Je demande pardon à mes deux filles. Si on pouvait rediscuter toutes les trois de ça, ça pourrait peut-être nous faire avancer toutes les trois. Merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau pour aborder aujourd'hui un thème délicat. En France, 100 000 enfants sont en danger. Parmi eux, 20 000 sont à proprement parler maltraités. Les parents que je reçois aujourd'hui ont le courage de l'avouer. Ils ont un jour dérapé avec leur enfant et leur relation est devenue violence. Aujourd'hui, ils veulent briser le silence sur ce sujet encore tabou. Alors, qui sont ces parents qui maltraitent leur enfant? C'est le titre de toute une histoire. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour notre rendez-vous. L'histoire continue. Nous retrouverons Déborah et Monia, des invités que vous avez découverts lors d'une précédente émission et qui nous avaient beaucoup touchés. Nous verrons ce qu'ils sont devenus depuis leur passage dans toute une histoire. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission Perte de contrôle et commençons avec Lisanne. Bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes la mère d'un petit garçon de 5 ans. Le sujet d'aujourd'hui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Alors en fait, j'ai vécu une enfance assez difficile. J'ai jamais réussi à trouver ma place. Je me suis sentie toujours mal aimée. Et j'ai eu des relations très conflictuelles avec ma mère. Et donc, vous reproduisez aujourd'hui avec vos enfants ce que vous avez vécu enfant? Je ne le reproduis pas, mais j'ai peur de dépasser la limite. Et aujourd'hui, je suis venue sur le plateau pour chercher un petit peu d'aide pour justement ne pas abîmer mon fils. Votre fils qui a quel âge? Qui va avoir 5 ans dans un mois à peu près. En tout cas, et je le dis pour tous les invités qui sont là aujourd'hui, c'est vraiment courageux de venir témoigner sur notre plateau, d'oser le faire à visage découvert. À quel moment sentez-vous ces pulsions naître en vous? En fait, je sens un petit peu les pulsions venir dans des moments de fatigue, des choses comme ça. Et mon fils va venir un petit peu vers moi, me demander quelque chose de simple. Et à ce moment-là, je ne vais pas être en disposition de répondre gentiment. Donc, je vais l'envoyer balader. Et je sens qu'il vaut mieux mettre de la distance parce que j'ai vraiment des pulsions nerveuses. Qu'est-ce que vous lui dites dans ce moment-là? Vous vous énervez? De quelle manière? C'est surtout les paroles qui sont un peu sèches par rapport à l'âge qu'il a. Et je lui dis clairement de dégager, quoi, d'aller ailleurs. En utilisant ce mot-là, par exemple? Oui. En hurlant? Disant assez fort, méchamment, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez dans les minutes qui suivent ces énervements, ces accès de colère? En fait, je m'en veux énormément parce que c'est pas normal. Un parent ne doit pas réagir comme ça, surtout quand ils sont petits, ils comprennent pas toujours. Et je culpabilise que je ressemble à un personnage que je voudrais oublier. Quand vous culpabilisez, vous allez lui faire un câlin? Vous le prenez dans vos bras? Oui, je le prends dans mes bras. Je lui explique que c'est pas de sa faute, que si je suis comme ça, c'est parce que j'ai vécu des choses très difficiles que j'arrive pas toujours à mettre de côté. Je pense qu'il le comprend,
Mais voilà, j'ai vraiment pas envie. Mon fils, il va avoir 5 ans et je veux qu'il ait une belle vie, quoi. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller au-delà? Au-delà des hurlements, non. Je me retiens. Je préfère aller m'isoler parce que ça m'est arrivé une fois de fauter. Il a pris une bonne claque sur la cuisse et il y avait la marque de mes doigts et j'ai dit plus jamais, quoi. Parce que j'ai aussi vécu ça et il en est hors de question de reproduire la même chose. Et ça vous démange? Oui, ça démange. Malheureusement, c'est pas lui qui fait que. C'est ce que j'ai vécu moi, qu'il faut que j'arrive à évacuer. Vous avez encore des relations avec votre mère? Je n'ai plus aucune relation avec ma mère depuis 7 ans. Thierry, Oui, bonjour. je vous vois bien pensif, regarder dans le vide. Oui, Vous souffrez de ces... un petit peu. Hein. Est-ce qu'il vous arrive d'être violente envers votre mari aussi? Je crois que malheureusement, j'ai de la violence envers tous ceux qui m'aiment vraiment et que j'aime. Je vais avoir plus de respect, entre guillemets, ou plus de distance avec ceux que je ne connais pas, que je vais avoir peur d'abîmer. Alors que tous ceux qui sont dans ma vie vraiment, eh ben, je ne vais pas en prendre soin. Et c'est... Excusez-moi. Ça vous est très douloureux. Parce que je veux lutter contre ça. Et je veux pas être le personnage qui vient des fois. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que j'ai besoin d'aide. J'ai pas envie de faire de bêtises. C'est difficile de lutter contre son caractère, c'est difficile de lutter contre son passé, surtout quand les choses elles n'ont pas été réglées quand il fallait. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une jolie vie parce que j'ai de la chance d'avoir un mari qui m'aime, d'avoir un fils qui est adorable comme tout et bientôt un prochain enfant. Donc si je règle pas les problèmes maintenant... Vous attendez maintenant... un prochain enfant? Oui. Vous avez hésité à le mettre en route, cet enfant, justement, devant ces accès de violence? Plus que pour le premier, oui. C'est pas la même décision, c'est pas la même réflexion. On n'a pas discuté ensemble de la même façon que quand on a voulu faire notre premier enfant. Thierry, je vous sens au bord des larmes, très ému. Moi, je suis ému. Très ému. Normal, hein. On sent vraiment que vous souffrez de cette situation. Ben, j'en souffre un petit peu, mais j'essaye d'être là au maximum pour régler tout ça, quoi, même avec des moyens. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là, quand vous sentez les mots partir, l'énervement sous-jacent? Ben, je la laisse s'isoler déjà dans ces moments-là, parce qu'elle en ressent le besoin. Et ensuite, je joue un rôle de tampon, si vous voulez, entre notre fils et elle, quoi, pour que ça se passe le mieux possible, quoi. Il vous arrive de devoir la calmer? Non, elle se calme toute seule, en pensant à autre chose, avec l'isolement, quoi. Elle s'isole pendant 1 heure aussi bien. Elle va le lire ou faire autre chose, mais bon... et après, ça retombe petit à petit. Bon, Lisanne, vous avez bien fait de venir. En tout cas, c'est courageux et je trouve ça formidable d'avoir la lucidité et la maturité d'agir avant d'être passé à des choses plus graves que vous regretteriez toute votre vie. Alors, pour mieux comprendre les relations qui vous unissent à votre fils, nous sommes venus chez vous. Apprendre à être mère, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À 33 ans, Lisanne a encore beaucoup de mal à regarder l'unique photo qu'elle a d'elle, adolescente. Elle était triste, cette petite fille, ouais. Quand je regarde cette photo, déjà, je vois bien que mon visage est complètement refermé, que j'ai du mal à sourire. Dès l'âge de 10 ans, Lisanne ne se sent plus aimée par sa mère. Les relations avec ma mère, c'était un petit peu comme font les mamans avec les oiseaux. Elle leur donne à manger et ça s'arrête là, quoi. Le strict minimum de quoi se débrouiller dans la vie et voilà, quoi. Les bases les plus sommaires qui existent, quoi. La nourriture, les vêtements et la santé s'il y avait des choses à intervenir au niveau médical, quoi. Quand les parents, ils vous donnent pas le cadre qu'il faut, vous pouvez pas grandir. C'est comme un arbre, s'il penche et qu'on lui met pas de tuteur, l'arbre va mourir. À l'école, un professeur la signale à l'assistante sociale. À 16 ans, Lisanne est retirée de chez elle.
prendre. Non, ils sont pas ici. Ah, si, des blanches. Voilà. Malgré une enfance difficile, Lisanne réussit à construire sa vie. Avec Thierry, son mari, ils ont eu un petit garçon qui a aujourd'hui 5 ans. Vas-y, je regarde comment tu fais. Tu dois choisir des choses. Bon, oui, mais moi, je sais pas dessiner comme ça. Bon, t'as qu'à pas choisir un truc comme ça. Ah non, qu'est-ce que je choisis? Bon, des petites fleurs. Ces moments avec son fils sont très rares. Rattrapée par les angoisses du passé, Lisanne a du mal à créer une complicité avec son petit garçon. Je prends du plaisir à être avec lui, mais après, je prends pas le temps de le faire, quoi. Qu'est-ce que t'aimes bien faire avec moi? Des dessins. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse d'autre comme activité? Aller à la plage. Ah oui, c'est vrai. T'as demandé d'aller à la plage et on n'est pas allé. Si Lisanne évite ces moments passés avec son fils, c'est qu'en sa présence, elle a souvent du mal à se contrôler. Elle ressent une violence intérieure. Alors elle préfère s'éloigner de lui pour éviter de commettre des gestes qu'elle regretterait. Quand je sens que je tiens plus, que mon fils m'énerve un peu trop, même pour rien, hein, que je sens que je vais exploser parce qu'il n'y a pas d'autres mots, je viens faire un tour dans le jardin. Ça permet d'évacuer un petit peu et d'éviter de passer la ligne rouge parce que j'ai pas envie de faire de bêtises, quoi. Quand elle a des crises, elle peut... déjà, elle pleure, la plupart du temps, elle pleure. Elle s'énerve, elle hurle, elle peut hurler. Dans ces moments-là, elle ne réfléchit pas trop non plus, à mon avis. Et tout sort, tout est reproche, tout est... voilà, quoi. Mais là où c'est un peu gênant, c'est que des fois, il va juste venir me parler, mon fils comme ça, là, tranquillement, gentiment, il va venir me voir en me disant maman, je veux ci, maman, je veux ça. Mais je vais lui dire clairement, mais dégage, quoi, tu m'énerves, alors qu'il n'aura rien fait de répréhensible, entre guillemets. Depuis 2 ans, Lisanne est suivie par un psychiatre pour gérer ses pulsions. Un travail sur elle-même qui commence à porter ses fruits. Depuis que je vois un professionnel de santé, ça arrive un peu moins. J'arrive à me contrôler un petit peu plus. Mais c'est difficile. Je sauve de la voir souffrir, moi. Beaucoup. Mais elle s'en rend compte, je pense. Donc celle-ci, ne dis plus jamais? Ne dis plus jamais, d'accord. Pour exprimer ce mal-être qui la ronge, Lisanne est devenue chanteuse. Avec Thierry, également musicien, ils ont formé un groupe. Ne reste plus la honte et la cheminée. Là c'est éteint, une page s'est tournée. Appuie sur la poignée. Quand je suis sur scène, je rentre dans la peau de quelqu'un d'autre, entre guillemets, puisqu'on est en représentation. Donc ma vie personnelle, mon passé, tout ça, ça n'entre pas du tout sur la scène. Ne dis plus jamais, jamais. Ça me permet d'évacuer et d'éviter de penser à des choses un peu affreuses, un peu malsaines. C'est un très très bon exutoire. Oui, je serai. Depuis 4 mois, Thierry et Lisanne attendent un heureux événement. Ah, il me ressemble déjà. Non, cette fois-ci, c'est à moi qui ressemble. Oh, tu vas pas prendre tous les lauriers pour toi? Malgré un sourire de façade, Lisanne a beaucoup de mal à se projeter dans cette nouvelle maternité. Et le sexe de son enfant paraît déterminant. Bon, si c'est un garçon, ce sera peut-être plus facile. Alors que si c'est une fille, je pense que j'aurai un rapport conflictuel, même sans le vouloir. Même en voulant lutter contre, je pense que j'irai au clash. En plein doute, Lisanne se demande si elle sera une bonne mère pour ce 2e enfant. La semaine dernière, je me suis mise très en colère. J'ai un peu craqué. C'est difficile à entendre. Mais de toute manière, je serai quand même là pour tempérer tout ça. Lisanne, qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images? Ça me fait mal d'être comme ça. Normalement, quand on décide de créer sa famille, c'est un élan du cœur, ça doit être quelque chose de magique, de magnifique. Et quand on a été abîmé, on ne fait pas les choses comme on devrait les faire. Et c'est comme si vous vous dédoubliez et qu'il y avait une autre Lisanne qui regarde celle qui est là assise. On a l'impression que vous êtes en permanence dédoublée.
pense que je dois avoir un caractère un peu ambivalent. Comment vous décririez votre fils? Mon fils, déjà, je pense que pour l'âge qu'il a, il a développé des capacités d'intelligence un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est pas pour se vanter, c'est juste que je me rends bien compte qu'il n'agit pas tout à fait comme les enfants de son âge. Il est très affectueux, il comprend beaucoup de choses. À quoi c'est dû, selon vous, cette maturité? Cette maturité, elle est due parce que déjà, depuis le départ, on n'a jamais été gaga, entre guillemets, dans le sens que on a essayé de faire qu'il soit autonome au plus vite. Alors, je ne sais pas si je développe ça parce qu'on l'a fait avec moi, mais je sais que plus vite il saura faire des choses et plus vite il sera tranquille. Qu'est-ce que vous lui dites dans les moments où vous vous énervez? Vous dites que vous lui expliquez à 5 ans, qu'est-ce qu'on est capable de comprendre? Déjà, je le rassure en lui disant que c'est vraiment pas sa faute. C'est des traits de caractère que j'ai, c'est à l'intérieur de moi, mais c'est pas sa faute à lui. Par contre, je lui explique pas ce que j'ai vécu parce que pour l'instant, il peut pas le comprendre et j'ai pas envie non plus de lui remplir la tête avec des choses qui sont pas belles. Il voit pas déjà. On est une petite cellule familiale, il y a personne autour. Donc, si on lui met après des choses difficiles en tête, ça peut lui créer des peurs. C'est étonnant, j'ai une drôle d'impression, on va voir ce qu'en pense Yvonne, mais on a l'impression que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Vous m'avez l'air particulièrement intelligente, vous êtes très émouvante, très, très sensible, et une espèce de maturité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Yvonne. C'est un drôle de cas, cette Alors, Lisanne. Lisanne, effectivement, a toutes les clés pour sortir de sa violence, toutes les clés concrètes, ça on verra ultérieurement. Néanmoins, ce que vous dites est très, très intéressant, parce que c'est vrai que le chemin le plus court pour réparer cet enfant qui a été mal accueilli, au fond, c'est ce que vous dites, eh bien, c'est de reproduire le même schéma. On n'arrive pas à accepter l'amour d'autrui, parce que l'amour d'autrui, il fallait avant et pas maintenant. Ça, c'est une première chose. Néanmoins, ce que vous expliquez par rapport à votre fils, s'il est aussi mature, s'il est aussi bienveillant à votre rencontre, c'est qu'il vous répare. Il sent confusément qu'il doit vous réparer et qu'il est en mesure de vous réparer. Donc ça, c'est une première chose. Donc il vous donne une sorte de sentiment empathique, affectueux extrême que vous n'avez pas eu. Mais vous, dans l'actualité, les êtres qui vous aiment, comme votre mari et comme votre fils, eh bien, vous ne le croyez pas, vous n'arrivez pas à adhérer à leur manifestation d'amour parce que vous ne savez pas ce que c'est. Cette ambivalence dont vous parlez, Sophie, c'est très intéressant, ou ce dédoublement, et vous évoquez l'ambivalence. C'est vrai que la Lisanne actuelle, mère de famille et future mère d'un deuxième enfant, est tout à fait apte à surmonter des situations. Néanmoins, vous êtes titillé par quelque part un poison intérieur qui est donc votre violence. Pourquoi ce poison intérieur? C'est ce poison de la petite enfance, parce que vous avez été effectivement mal accueilli. Vous n'avez pas été regardé, vous n'avez pas été attendu, entendu. J'ai fait peut-être un lapsus, mais attendu aussi. Regardez ce que vous évoquez par rapport à votre deuxième enfant. Donc, cette violence enfant n'a pas pu être nommée parce que vous ne pouviez pas savoir ce qui vous arrivait. Vous l'avez perçu qu'à 10 ans. Et avant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous pensiez que c'était quelque chose de normal et vous avez fait en sorte que ça devienne une émotion quasiment corporelle. Alors, ça donne quoi à l'âge adulte? Eh bien, c'est une pulsion qui vient. Cette violence est due à une forme de mini-trauma ou plusieurs mini-traumatismes, mais non verbalisés, et l'enfant ne peut pas les verbaliser. Donc ça prend le visage, effectivement, de quelque chose d'incontrôlable et d'incontrôlé. Ça vient. Donc ce que vous faites est très intéressant pour tous les parents qui ont tendance à la maltraitance. Eh bien, il faut repérer le moment où la violence arrive. C'est-à-dire, ça peut être des picotements dans les mains, ça peut être des rougeurs, ça peut être quelque chose qu'on n'arrive plus à contrôler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'il faut faire. Il faut s'isoler. Donc, vraiment, pensez à autre chose, créez. Vous avez toutes les réponses. Mais, pardon de vous le dire, mais une psychothérapie, mettre des mots ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de corporel. Et il faut apprendre à rechanger votre mode de relation affectif avec autrui et accepter, accueillir l'amour de l'autre que vous n'avez pas eu enfant. Ça vous parle tout ça? Oh oui. Alors, votre maman, vous avez baptisé Marilyn. Vous avez rejeté ce prénom et choisi Lisanne. Je parlais de dédoublement de personnalité, comme par hasard, il y a 2 prénoms, Lisanne. Alors, Lise, c'est la maternelle ou c'est plutôt Anne? Laquelle des deux est violente? Lise ou Anne?
sais pas. Mais c'est étonnant que vous ayez choisi 2 prénoms comme ça. En fait, j'en ai fait un seul grâce à l'apostrophe, entre guillemets. C'était au départ le nom de scène que j'avais choisi, mais aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans notre vie ne me connaissent que sous ce prénom-là. Et j'y tiens énormément parce que j'ai pas envie que mon passé transparaisse. Et mon prénom, mon vrai prénom, c'est une agression. De l'entendre, pour moi, c'est une agression. Pour quelle raison? Parce qu'on ne me l'a jamais dit de manière tendre. Moi, quand on m'appelait par mon prénom, c'était pour me hurler dessus. Et à partir de là, quand je l'entends, il y a des personnes de mon passé qui sont toujours dans ma vie. Le parrain de mon fils, c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis toute petite, qui est presque le crédit de ce que je dis. Et lui, il ne peut pas, à l'âge qu'il a, on ne peut pas lui dire de m'appeler Lisanne, parce que ce n'est pas naturel. Donc même lui, quand il le dit, avec tout l'amour qu'il le dit, et je sais que je suis vraiment quelqu'un d'important pour lui, ça m'agresse. À partir de quel moment peut-on parler de maltraitance, Yvonne? Alors, on parle de maltraitance quand c'est répétitif, parce qu'une claque, tous les parents, à un moment donné, ont donné une fessée, ont donné une claque, mais il faut que ce soit quelque chose de répétitif au niveau de la violence physique, et il faut aussi que ce soit pulsionnel, c'est-à-dire que la personne maltraitante n'arrive pas à se contrôler, et que ça dure dans le temps. Et on repère finalement les enfants maltraités à leur tristesse, d'ailleurs on vous voit disant à leur tristesse, une tendance à l'isolement, ce sont des êtres qui sont finalement en attente d'amour et qui sont carencés, ils ont une dimension un peu abandonnique. Alors on peut aussi parler de maltraitance à partir de quand l'enfant est abandonné affectivement, et quand j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas accueilli, mais il n'est pas regardé, il n'est pas entendu, on ne fait que lui crier dessus. Il n'y a pas que des maltraitances physiques. Alors, il y a des maltraitances qui sont des maltraitances psychologiques et bien d'autres. Et les maltraitances psychologiques, c'est quoi? C'est l'humiliation. C'est aussi des doubles discours. C'est-à-dire, on peut vous dire, oui, tu es capable de, puis après, quand vous avez des bonnes notes, mais tu es nul, mais tu es incapable. Vous savez, cette forme de dévalorisation systématique et cette quête du parent à ce que l'enfant soit parfait, une exigence extrême, un contrôle excessif, tout ça, ce sont des formes de maltraitance psychologique. Quand est-ce qu'on sait qu'on va trop loin en tant que parent? Alors, en tant que parent, quand on sait qu'on va trop loin, c'est qu'on s'est rendu compte à un moment donné, avec stupeur, que l'enfant ne va pas bien. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on est capable de lien avec l'enfant. Et donc, quand on se rend compte qu'on est capable de lien et que l'enfant dépérit et qu'on ne répond pas aux besoins ni affectifs ni psychologiques de l'enfant et que l'enfant n'arrive pas à bien grandir, comme vous dites si bien, eh bien là, le parent peut d'un seul coup se réveiller. Il peut aussi se réveiller parce qu'il y a eu des signalements de faits, soit par l'école, l'assistante sociale, le médecin ou d'autres instances. Le rôle du père dans ce genre de situation? Alors, le rôle du père est très intéressant, c'est ce que vous dites, il doit faire tampon. C'est lui qui doit finalement barrer cet excès de violence en protégeant l'enfant. Et donc, il a souvent, le père, un rôle maternant dans cette histoire. Il donne à l'enfant ce que la maman peut, de temps en temps, ne pas donner. C'est votre cas? C'est materne. Ça, je suis d'accord. De toute manière, je fais des activités avec lui autres qu'elle va le faire, elle. Étant donné que je vais faire du vélo avec lui, tout ça, bon, du dessin, il n'y a aucun souci. Hein. Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour. Pour quelle raison avez-vous choisi de témoigner de manière anonyme? Pour que je ne sois pas reconnue, parce que j'habite un petit village de campagne et je voudrais éviter d'être reconnue pour protéger un peu les filles. Vous avez peur qu'on vous juge? Oui, un peu. Vous avez peur du regard des autres? Oui, et peut-être que ça pourrait dévier sur une forme de mise à l'écart, de quelque chose comme ça. Quand vous étiez jeune, à quelle vie de famille rêviez-vous? J'ai été vite confrontée à une vie difficile, puisque j'ai une famille qui est difficile sur le plan psychologique et qui, évidemment, m'a amené une vie difficile. Voilà. Est-ce que vous désiriez avoir des enfants? Non, pas du tout, justement, parce qu'il y avait un rapport avec cette relation mère-enfant qui n'allait pas du tout. Et du coup, je ne voulais pas d'enfant. Je ne me sentais pas du tout avec l'instinct maternel, parce que moi, je n'avais pas eu de sentiment affectif de ma mère, et je sentais que, de toute façon, je ne pourrais pas en redonner.
Et pourtant, à l'âge de 30 ans, vous avez rencontré un homme avec lequel vous avez eu un enfant 3 ans plus tard. Oui. Comment avez-vous vécu cette maternité? La grossesse et l'accouchement sont très bien passés. Mais ça s'est compliqué après. Parce que je me suis rendu compte que mes sentiments d'enfant... je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être mère. Je pouvais, biologiquement, tout s'est très bien passé. Mais psychologiquement, ça m'était impossible. Vous n'aviez pas d'instinct maternel? Oui. Pas envie de le prendre dans vos bras? Non. Pas envie de le câliner? Non. Rien pas de tout ça. Pas envie de tendresse, de bisous? Non, rien. non. Vous ne l'avez jamais fait? Non. J'avais quelque chose de mort en moi et... Qui le faisait? Personne. Le père? Oui. Si. Le père, il l'a fait quand il était encore avec moi. Oui. Vous êtes de nouveau tombée enceinte à 37 ans, mais à 7 mois de grossesse, vous vous êtes séparée du père de vos enfants. Comment vous avez vécu cette grossesse? Sous le signe de l'anxiété à la fin, puisque je me retrouvais toute seule enceinte de 7 mois avec la plus grande. Et puis j'ai très vite été débordée avec tout ça. Alors, avec ce deuxième enfant, vous n'étiez pas plus maternelle qu'avec le premier? Non. Et s'ajouter à cela, j'imagine, les problèmes de gestion du quotidien, l'intendance, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous étiez encore moins maternelle qu'avec le premier? Oui, parce que moins disponible. Peut-être plus agacée, plus fatiguée? Oui, plus surmenée, plus... Oui. Donc ça s'est manifesté auprès des enfants? Oui, oui. Comment? Par de la violence. Puisque la grande, quand elle refusait de faire ses devoirs, ça devenait intolérable pour moi, parce que sur son cahier de correspondance, il y avait « n'a pas fait ses devoirs ». Tous les jours, c'était « n'a pas fait ses devoirs ». Et moi, du coup, je disais « il faut que tu fasses tes devoirs ». « Non, je regarde la télé, je fais les devoirs après ». Et je dis « non, tu fais les devoirs, tu regardes la télé après ». Et ça devenait un cycle, un engrenage. Et ça finissait comment? Que je la tapais. Vous recommenciez le lendemain? C'était tous les soirs, ça? Ça n'a pas duré très très longtemps, puisqu'après j'ai fait une crise qui fait que les enfants sont partis en foyer. C'est allé crescendo, la violence? Oui, ça a commencé par une gifle et j'ai dérapé vers beaucoup plus de violence. Peut-être que j'aurais pu les tuer même. Alors j'ai appelé la police. Et je suis partie. J'ai dit aux policiers, venez chercher 2 petites filles que je laisse chez moi. Je m'en vais, je vais me faire soigner. J'ai atterri chez le psychiatre. Et les filles en foyer. Je mesure votre souffrance, ça doit être terrible oui. d'en arriver là, d'avoir à la fois cette pulsion irrépressible, tout en étant quand même une mère qui aime ses enfants. Malgré les apparences. Mais oui, parce qu'au fond de moi, je les aime, mais je ne peux pas démontrer mon affection. C'est pas possible. C'est infaisable. Elles ont été placées en foyer? Oui, en foyer, pendant 1 an. Et pendant ce temps, vous étiez où, vous? Chez moi. Le premier soir, je suis rentrée chez moi. J'étais soulagée de ne plus les avoir parce que je ne supportais plus cette violence. Et j'étais soulagée. Puis après, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pensais à quelqu'un qui m'avait dit un jour, quand on ne peut plus élever ses enfants, il vaut mieux les abandonner. Et je repensais à ça. J'ai dit, il avait raison. Et à cette époque-là, je n'ai pas voulu. Elles étaient dans quel état, vos petites filles, quand vous les avez laissées? Elles se sont rendues compte, la grande s'est rendue compte que j'étais à bout de quelque chose. Alors, on va essayer aussi de donner des conseils. Cette émission est faite évidemment pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils se sentent moins isolés si ça devait leur arriver. Yvonne, à qui doit-on s'adresser quand on se rend compte qu'on va trop loin comme ça? Première réaction, je pense, téléphoner au 119, Allô, enfance en danger. Ensuite, c'est qui?
119, le 119. C'est enfance en danger. Enfance en danger. Donc dire sa détresse, parce que c'est ce que vous dites là, s'il vous plaît, aidez-moi, je n'en peux plus et je risque de passer à l'acte. Donc il y a des téléphones. Les parents aussi peuvent appeler ce numéro ? Ah oui. Il y a aussi l'enfance maltraitée, toutes les associations, mais il y a surtout les services sociaux, la police. Vous êtes allé à la police pour dire je pars, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc là, ils savent exactement quoi faire, vous mettre en foyer, mettre les enfants en foyer. Et puis les enfants peuvent aussi témoigner, aller voir les assistantes sociales, aller voir les infirmières à l'école, ou les professeurs peuvent faire des signalements. Tous les professionnels de santé peuvent faire des signalements au niveau du procureur de la République pour tenter de vous venir en aide. Et il y a aussi les voisins, les adultes qui sentent que l'enfant est maltraité, peuvent venir vous aider et faire en sorte de faire toutes les démarches administratives, parce que quand la pulsion est d'une extrême violence, eh bien, les parents sont perdus. Axel, bonjour. Une réaction peut-être au témoignage que vous venez d'entendre ? Ah, c'est émouvant. Étant enfant, dans quel milieu avez-vous évolué ? Un milieu bourgeois, cultivé, aisé. Des parents aimants ? Ah, des parents en apparence avec un vernis, et puis derrière, violents, verbalement, physiquement. Vous étiez plusieurs enfants ? Non, j'étais seule. Vous êtes tombée enceinte, vous, de votre fille à l'âge de 21 ans. Comment avez-vous vécu votre grossesse ? C'était des sentiments contradictoires entre la fusion et son contraire. Voilà. Donc au début, vous avez ressenti cet instinct maternel dont on parle quand elle est née ? Oui, oui, oui. Mais les deux, on ressent les deux, puisqu'un enfant crie et tout de suite, nerveusement et émotionnellement, on n'est pas capable d'entendre les cris. On les entend un petit peu, mais très vite, ça dérape. Donc au moment de changer les couches, au moment de la propreté, où l'exigence était très élevée, quoi. C'est-à-dire j'aurais désiré qu'elle soit très vite propre. Voilà. Il y avait comme un quota, 9 mois, c'était le maximum. Et donc si elle ne l'était pas, qu'est-ce qui se passait ? Ah, je lui disais des choses qui étaient blessantes. Voilà. Des choses pour l'atteindre. Toujours des comparaisons et des choses qui rabaissent et qui font qu'un enfant perd petit à petit confiance et en la personne qui est théoriquement là pour être bienveillant et en lui-même aussi. Votre fille est entrée en maternelle moyenne section à l'âge de 4 ans. À quel point étiez-vous exigeante avec elle ? Il fallait qu'elle soit l'une des meilleures élèves. En maternelle ? En maternelle aussi. Elle a sauté la grande maternelle. Elle est allée très vite en CP. On l'a trouvée brillante. Voilà. Il fallait qu'elle soit cette image-là, comme mes parents. Il fallait qu'elle soit une image d'un enfant modèle. Ce qu'on avait exigé de vous ? Ce qu'on avait exigé de moi aussi, oui. Que se passait-il si les notes n'étaient pas à la hauteur de vos espérances ? C'était pas possible. Ça se traduisait comment ? Non, c'est pas possible. Il fallait qu'elle comprenne, il fallait qu'elle ait compris. Sinon, c'est qu'elle était sotte. C'était des mots comme ça. Ou alors des violences symboliques. Je partais, je ne lui parlais plus. Ou je claquais une porte. Voilà. Parfois des violences physiques aussi. Il y a eu des violences physiques ? Ah, il y a eu des violences physiques, oui. Par exemple ? Je la tapais sur les fesses, je lui mettais le pantalon. Voilà, c'était pulsionnel. Ce sont des pulsions qu'on ne contrôle pas, quoi. À vous entendre, il y avait un peu plus de maltraitance psychologique. On a l'impression que vous exerciez une pression psychologique. Voilà, soit j'étais indifférente, soit c'était des mots qui fusaient. Bon, les mots qu'on retrouve tout le temps. Alors, soit on raille l'enfant, soit on est humiliant. Voilà, c'est les mots très courants dans la malveillance. Comment elle réagissait, elle ? C'est une petite fille qui semblait accablée par tout ça ? Non. Elle ne semblait pas accablée. Vous verrez les photos, regardez-la. Elle est souriante, tout a l'air d'aller bien. Le vernis ne craque pas. Et au fond ? Je pense qu'elle a des séquelles, qu'elle a aussi des schémas dysfonctionnels, qu'elle a aussi ses blessures et que ça ressort à des moments où, je pense, ça lui échappe aussi. Vous nous avez dit en préparant l'émission que vous étiez une mère immature et instable.
Dans quelle situation précise avez-vous preuve d'une totale inconscience, par exemple? Je pense que je l'ai laissée, seule pour aller faire des courses. À quel âge? Très tôt, très tôt. Par exemple, vous pouviez partir combien de temps? Quand elle était un petit peu plus grande, je pouvais partir jusqu'à 2 semaines pour aller travailler. 2 semaines en la laissant toute seule? Oui, j'ai 2 semaines pour la laissant toute seule. En l'appelant tous les soirs. Elle est restée toute seule pendant 2 semaines? Bon, il y avait elle n'était pas toute seule réellement. Entre guillemets, c'était pas toute seule. Mais effectivement, elle était quand même livrée à elle-même. Affectivement, par exemple. Affectivement, elle était livrée à elle-même. À quel âge? Dès l'âge de 8-9 ans. Et qu'est-ce qu'elle faisait pendant 2 semaines? Donc elle se faisait la cuisine toute seule le soir? Non, il y avait une nounou qui venait quand même, mais elle dormait toute seule. La nounou ne dormait pas sur place. Elle s'en plaignait pas, elle pouvait pas se plaindre, elle n'avait pas le droit de se plaindre. Yvonne, réaction à tout ça? Donc, effectivement, quand vous dites que vous êtes immature, c'est très intéressant parce que la violence, souvent, c'est issu d'une forme d'immaturité. C'est l'enfant qui n'a pas été accueilli et soigné et dorloté et aimé qui ressurgit sous forme de pulsion. Et vous reproduisez exactement la même chose. Quand vous évoquez la violence psychologique et la maltraitance due à une quête de perfection chez votre fille, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est invisible quelque part. Ça ne se voit pas, ça ne laisse pas de traces. C'est ce qu'on appelle aussi les maltraitances invisibles. Néanmoins, quand vous évoquez le vernis, c'est vous qui avez eu aussi un vernis, on vous a demandé d'être parfaite au niveau social, et quand votre fille a une mauvaise note, eh bien, elle perturbe votre ego. Pas votre véritable ego. Elle perturbe quoi? Le vernis que vous avez mis en place, c'est-à-dire votre faux moi. Ma fille ne réussit pas brillamment, ne va pas me gratifier moi. Donc on retrouve toujours dans la maltraitance, l'enfant ne répond pas à vos demandes de réparation. Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Pour quelle raison avez-vous choisi de témoigner dans l'ombre? Pour protéger mon fils qui est encore placé. Vous avez eu votre fils à l'âge de 19 ans. À cette époque, vous en étiez où dans votre vie? J'étais fêtarde, instable et pas prête à avoir un enfant. Donc vous étiez quel genre de mère? Le genre de mère pas câline. Quand il est arrivé, j'ai dû faire face. Je me suis séparée du papa. Mon fils avait 1 mois et demi. Et j'ai dû faire face toute seule. Et j'ai très vite été dépassée. Qui vous a épaulé à cette période? Alors à cette période, personne. Je suis allée chez des amis, je suis passée d'un hébergement à l'autre, jusqu'à atterrir dans un foyer mère-enfant. Voilà. Donc votre fils est resté 1 an en foyer, puis 1 an dans une famille d'accueil. Comment les avez-vous vécues ces 2 années loin de lui? Au départ, au départ, j'avais l'impression de retrouver un petit peu ma liberté. J'en ai un petit peu profité. Et puis très vite, un manque. Et puis ces 2 années se sont quand même révélées. Ça a été une aide. Donc du coup, 2 années ont suffi à ce qu'il revienne à la maison. Et en sachant que le foyer où il a été, c'était un foyer où moi-même j'avais été placée. Donc ça a été un déclic assez violent. Quelle relation avez-vous renoué ensemble? Après, c'était plus serein, parce que je vivais avec ma mère. Donc, elle m'a aidée pour le retour. Donc, je m'étais posée, j'avais une vie plus sereine. Ça allait beaucoup mieux. Voilà. Vous avez rencontré un nouveau compagnon? Et j'ai rencontré un nouveau compagnon. En quoi cette relation a-t-elle entaché la relation que vous aviez avec votre fils? On avait une relation de couple très, très compliquée. Et du coup, je suis vite retombée dans mes travers. C'est-à-dire? C'est-à-dire violence verbale, violence physique envers mon fils. L'impression que mon fils était la cause du fait que mon couple n'allait pas bien. Genre, pour moi, c'était lui le responsable. Est-ce que ça pouvait aller jusqu'à des violences physiques? Ça l'a été. Jusqu'où? Des gifles, des fessées. Pas plus loin. À ce moment-là, vous avez pris une décision? À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai demandé son placement
pour essayer de sauver mon couple. Il avait quel âge, là, votre fils? C'était en juillet 2010, donc il avait 9 ans. Et depuis? Et depuis, il y a eu une remise en question après le placement. De qui? Une remise en question de vous? De moi, oui. D'abord, est-ce que le fait de l'avoir placé a sauvé votre couple? Pas du tout. On a fini par se séparer en novembre 2011. Et une remise en question, c'est-à-dire? De me dire que c'était quand même le 2e placement. Donc voilà. Et une remise en question sur la responsabilité que je pouvais donner à un petit garçon de 9 ans. Et le fait de moins le voir, ça... Je me rendais compte qu'en fait, que même quand il n'était pas là, le problème dans le couple était présent. Donc, le problème venait pas de lui. Et donc, ça vous a amené à réfléchir autrement et à prendre une autre décision vis-à-vis de votre fils? Eh ben, ça m'a amené à me séparer de mon ancien compagnon et de refaire un cheminement pour qu'il rentre à la maison et de me reconstruire. Donc aujourd'hui, il a 12 ans, votre fils? C'est ça. Il rentre chez vous quand? Là, actuellement, je l'ai tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires. Ça se passe comment? Ça se passe de mieux en mieux. C'est-à-dire? Il y a une vraie évolution, il y a un vrai rapport entre lui et moi. Je suis devenue mère. Ça veut dire quoi, que vous êtes devenue mère? Ça veut dire que je l'accepte dans ma vie, que j'arrive à partager des choses avec lui, que j'arrive à avoir des discussions avec lui, qu'il y a une relation qui s'est établie entre lui et moi, même s'il y a encore du chemin à parcourir. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tendre avec lui aujourd'hui? Ça, par contre, c'est un travail que je suis encore en train de faire. Je n'ai jamais été tendre avec mon fils et j'ai encore énormément de mal aujourd'hui. Je le fais, mais je me force quand je le fais. Qu'est-ce que vous arrivez à faire, par exemple? Ça veut dire quoi, être tendre pour vous? C'est arriver à aller faire un foot avec lui, arriver à... C'est ça, être tendre, ouais, c'est ça. C'est participer aux activités avec lui, voilà, être présente. Mais le prendre dans vos bras? Ça peut arriver, mais ça reste compliqué. Lui dire je t'aime? Ça, je lui dis. Ah bon? Oui. Quand? Souvent. De loin? Pas forcément. Ouais, au téléphone quand il m'appelle du foyer. C'est souvent lui qui me le dit, mais je lui réponds du coup. Vous dites mais c'est pas forcé. Vous dites moi aussi? Moi aussi je t'aime, mais c'est pas forcé. Voilà. Mais il me le dit tellement qu'il y a des moments où même j'arrive à le dire, et c'est sincère, et il y a d'autres moments où... Ouais, mais en fait, tu me le dis tellement que voilà, ça devient... Ce qui est fou, c'est qu'il arrive à vous le dire autant alors qu'il l'a si peu entendu, lui. C'est vrai. Yvonne? Très intéressant parce que bien souvent, les enfants en demande d'amour et qui n'ont pas de réponse sont toujours admiratifs de leurs parents. Ça ne s'appellerait pas le syndrome de Stockholm? Exactement. Donc ils sont toujours, finalement, quelque part, malgré eux, fascinés par ce parent qui n'arrive pas à dire « je t'aime ». En demande? Ils sont constamment en demande et ils restent suspendus à une demande affective. Ça vous parle, ça? Oui. Oui? Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que vous interprétez par « je suis tendre avec mon fils, je joue au foot avec lui » ? Écoutez, c'est plutôt bien, parce que finalement, être tendre avec un enfant, c'est participer à ce qu'il aime. Ouais. S'il aime jouer au foot, eh bien, ça veut dire que vous êtes suffisamment aimante pour participer à sa passion. On fait des choses en projet à deux. Quand on aime, on a des projets avec l'autre. On est avec l'autre, on l'accompagne, on l'accueille. Ce qui est intéressant dans ce que dit Madame, c'est que l'enfant a été recueilli et dans une famille d'accueil. Et pourquoi c'est très très long de récupérer un enfant qu'on a placé, hormis les procédures juridiques qui sont longues, c'est parce que l'enfant peut aussi se réparer et créer un lien avec la famille d'accueil. Et donc aussi, la relation avec la maman, qui est un peu maltraitante, entre guillemets, eh bien, cette relation, il faut beaucoup de temps pour qu'elle évolue. Il faut beaucoup de temps pour se débarrasser de sa propre violence. Il faut beaucoup de temps pour réparer cet enfant intérieur qui a été un peu maltraité et pour qu'il devienne adulte et puis qu'il s'ajuste avec l'actualité. Lisanne a écouté ces témoignages attentivement. Quel déclic ont-ils provoqué chez elle? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans notre deuxième partie. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. L'un de vos proches a fait la une de l'actualité après avoir commis un crime ou un délit grave. Aujourd'hui encore, vous en payez les conséquences. Depuis que votre enfant ou l'un de vos parents a commis une erreur irréparable, vous avez perdu votre travail, vous vous êtes séparés ou retrouvés au centre de rumeurs.
L'un de vos proches a commis une grave erreur et suite à cela, vous avez dû totalement changer de vie. Depuis que votre enfant a tué ou blessé quelqu'un, vous ne pouvez pas vous empêcher de culpabiliser. Vous vous sentez responsable. Vous avez vous-même enfreint la loi et c'est votre entourage qui en a payé le prix fort. Vous regrettez aujourd'hui les conséquences de vos actes. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, dans l'histoire continue, nous retrouvons Déborah. Il y a 2 ans et demi, elle ne parvenait pas à faire le deuil de son ancien compagnon. J'avais refait ma vie, je m'étais mariée, mais je vivais avec son fantôme, en fait, dans les souvenirs, les photos. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Quant à Monia, elle espérait avoir enfin une petite fille. Et j'ai eu un deuxième enfant. Du sexe que vous souhaitiez? Non. A-t-elle depuis réalisé son rêve? La réponse tout à l'heure dans l'histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez passé toute votre vie dans l'ombre d'une personne sous les feux de la rampe. Grâce à votre profession, vous fréquentez des personnes de pouvoir ou des célébrités. Pourtant, vous êtes loin d'être connu. Après avoir longtemps vécu dans les coulisses du pouvoir ou dans l'entourage d'une célébrité, vous profitez aujourd'hui d'une vie bien plus simple. Votre travail est connu de tous, mais personne ne sait que vous en êtes l'auteur. Vous êtes à l'origine ou avez participé au succès d'une ou de plusieurs célébrités. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. 25% des cas de maltraitance sur enfants sont commis par la mère. Des mères à qui nous donnons la parole aujourd'hui et elles le font avec beaucoup de courage et sans tabou. Elles ne sont pas là pour se dédouaner ni pour trouver des excuses à leurs gestes, mais pour essayer de comprendre comment elles en sont arrivées là. On va avancer maintenant avec notre deuxième partie, retisser les liens, et avec Lise Anne. Témoignage très émouvant tout à l'heure. Vous avez depuis écouté attentivement les propos de nos autres invités. Qu'avez-vous ressenti? En fait, je peux me placer comme certains des enfants qui auraient été un peu secoués. J'ai entendu des choses qui me font réagir par rapport à ce qu'aurait pu être ma mère. C'est-à-dire que vous avez écouté leur témoignage en vous replaçant dans votre position d'enfant et non pas en vous projetant en tant que mère aujourd'hui. C'est intéressant ça, Yvonne. Très intéressant. Et il faut savoir qu'effectivement, il n'y a pas de fatalité dans la violence parce que 93% des enfants qui ont été maltraités deviennent de bons parents. Donc si ça peut vous rassurer, un petit travail et tout ira bien. Mais on a l'impression d'ailleurs dans le témoignage de Lisanne qu'elle est restée une petite fille. Oui, mais toutes sont restées quelque part une petite fille. En tout cas, c'est l'enfant qui a été maltraité qui fait que la violence arrive. S'il n'y a pas de maltraitance dans l'enfance, eh bien, parce qu'on n'a pas pu mettre de mots, ça vient d'une manière non contrôlée. C'est vraiment comme si on vomit quelque chose qu'on ne supporte pas en soi. Et comment on peut rester une petite fille en étant enceinte de son second enfant? Parce que notre enfant intérieur agit toujours à notre insu. Alors, j'inverse la question. Comment peut-on laisser la petite fille de côté pour devenir une maman à temps plein et savourer l'arrivée de ce deuxième enfant? Eh bien, il faut effectivement s'investir dans le présent, dorloter votre enfant, lui parler et peut-être ne serait-ce que faire de l'autonomie, créer un lien avec votre enfant pour vous apaiser. L'autonomie, et en plus le papa va y participer, ça vous permettra d'avoir déjà un lien in utero et qui facilitera le passage ensuite. Vous le faites déjà? En fait, on le fait tous les trois, papa, maman et le grand frère. On essaye de créer déjà un lien, même si dans ma tête tout n'est pas clair. Et bon, quand on saura si c'est fille ou garçon, ça va m'aider à ouvrir des choses et en fermer d'autres. Et il n'aura pas la même place que vous dans votre enfance. Ce sera le deuxième et vous étiez une fille unique.
Non, j'étais la première. La première, mais pas la deuxième. Non, j'étais la première. Donc il n'aura pas votre place, sur 3, cet enfant. Donc ce sera totalement différent. Et si c'est une fille, Yvonne, quel conseil lui donnez-vous? Parce qu'elle redoute que ce soit une fille. Ne pas voir dans votre enfant votre propre reflet. Ça, c'est très important. Votre enfant est différent de vous, c'est pas vous. Et ça, c'est vraiment un conseil à donner à toutes les personnes qui sont un petit peu maltraitantes avec leurs enfants, ce qu'elles ne supportent pas. C'est les demandes qui leur sont faites, et deuxièmement, elles ne supportent pas que l'enfant puisse défaillir. Donc il faut, et puis votre enfant ne sera pas parfait, il sera différent. Et un autre conseil, juste accueillir les enfants comme vous accueillez un invité chez vous. Quand vous accueillez un invité chez vous, eh bien, vous ne lui criez pas dessus, vous ne dévalorisez pas, vous le respectez. Sabine, après un acte de violence envers votre Benjamine, vos 2 filles ont été retirées à votre demande par les services sociaux. Comment vous sentiez-vous durant les jours suivants? Est-ce que vous vous sentiez soulagée? Oui, énormément, parce que j'étais partie dans un engrenage infernal et il fallait que ça s'arrête, pour elle et pour moi. Et je me suis sentie soulagée. Longtemps? Quelques jours, j'ai essayé de... Je suis dormi, parce que entre-temps, j'avais eu une période d'insomnie considérable. Donc je me suis mise à dormir. Mais au bout de quelques temps, je me sentais malheureuse parce que je me dis, elles sont dans un foyer. Voilà, c'est pas le top non plus. Est-ce que vous pouviez les voir? Alors, je n'ai pas pu les voir pendant 3 semaines. Il fallait attendre la décision du juge. 3 semaines, 1 mois, je ne me rappelle plus bien. Ça vous a paru interminable? Un peu. Je me demandais pourquoi on me laissait attendre comme ça. Mais bon, voilà. Il fallait la décision du juge avant que je puisse aller les voir. Donc vous les avez revus au bout de combien de temps? 1 mois à peu près. D'accord. Comment ça s'est passé, les retrouvailles? Elles étaient contentes de me voir, moi aussi. Voilà. Elles m'en ont pas voulu, la grande ne m'en a pas voulu. Elle sentait que j'étais fatiguée énormément. Vous avez pu être tendre? Vous avez pu les prendre dans vos bras? Difficilement. Non. Il y a quelque chose de mort en moi et voilà. J'étais contente de les revoir, mais ça ne pouvait pas aller vraiment plus loin. Alors, vous avez quand même tenté de les récupérer? Oui. Et vous avez mis du temps? 1 an. Elles sont restées placées dans un foyer pendant 1 an? Oui. Oui. Comment vous vous êtes reconstruite pendant cette année? J'ai suivi une psychanalyse, il fallait, parce que j'avais déjà commencé avant, parce que je voyais bien qu'il y avait des problèmes relationnels considérables. Mais bon, la psychanalyse m'a aidée, mais elle n'a pas tout fait. Voilà. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, par exemple, la psychanalyse? Le coup de la tendresse et de les prendre dans vos bras, ça c'est... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mort en moi, et voilà. Axel, quel lien vous unit à votre fille qui a 32 ans aujourd'hui? Un lien distant, mais présent, surtout pour tous les besoins matériels et les besoins pratiques. En dehors de ça, est-ce qu'il y a une complicité entre vous? Non, mais je suis là s'il y a vraiment des grandes peines, mais non, il n'y a pas de complicité. Vous ne partagez rien d'une complicité mère-fille? Un petit peu, mais... Est-ce qu'elle se confie à vous sur ses bonheurs personnels, sur ses relations de couple, sur... Très peu, très peu, très peu. Ça vous manque? Je ne crois pas que je sois capable de gérer encore totalement tout ce qu'elle pourrait me dire et comment je réagirais à ce qu'elle me dirait. Voilà. C'est très long de sortir d'un cycle comme ça, qui a duré très longtemps. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ensemble, d'évoquer toutes ces années d'enfance difficiles pour l'une et pour l'autre? Oui, pour elle, oui. Elle l'a évoqué assez tôt. Après, moi, je la raillais, je l'écoutais pas trop. Je voulais pas entendre que j'avais reproduit. C'était pas possible pour moi que je reproduisais de la maltraitance. En fait, j'avais l'impression que je le reproduisais pas puisque je ne faisais pas ce que m'avaient fait mes parents. Mais je reproduisais autre chose.
Voilà, on a souvent la sensation de ne pas reproduire. Alors, vous l'avez réalisé à quel moment, alors? Quand je suis allée consulter et qu'un de mes compagnons concubins est décédé, et que le psychiatre que je suis allée voir m'a renvoyé une image de quelqu'un qui était handicapé en me demandant si mon handicap me gênait. Alors un handicap voilà, émotionnel, un handicap d'émotion, une certaine froideur comme ça, une raideur aussi. Vous avez joué des tours dans votre vie de femme aussi, dans vos relations de couple? Oui, les relations de couple, effectivement, crise, tout le temps crise. Dès que ça n'allait pas, crise. Et surtout, toujours la position de la victime. Beaucoup de difficultés, effectivement, à me sentir responsable et à écouter, avoir de l'empathie et à écouter aussi voilà, une empathie, mais très réduite. Avec le recul, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour vous? C'est-à-dire, pardon. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre dans votre relation avec votre fille? Est-ce que c'est le manque d'écoute, le manque de considération que vous avez pour elle? Je pense qu'on ne se comprend pas. Voilà. Et ce sera peut-être pas possible de se comprendre. Pourquoi? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour tenter de la comprendre? D'abord, je suis encore en travail. J'ai un psychiatre, un comportementaliste, un sophrologue, je suis encadrée. Et puis je crois qu'il faudrait que ce soit des deux côtés. Pour se comprendre, il faut que l'un et l'autre se voient. Et c'est très difficile de s'accepter tel qu'on est. Il faut être très fort, c'est un long travail. Et je pense que ça demande pas mal de maturité. Voilà. Et moi, je l'ai fait très tard, hein, ça, donc... Est-ce qu'elle a envie d'avoir un enfant, votre fille? Oui, elle en a un deuxième en route. D'accord. Et avec son premier enfant, comment vous êtes? Je suis une très bonne grand-mère. Aimante? Aimante, je joue à la poupée, je passe des heures à attendre les tours de manège. Ce que vous n'avez jamais fait avec votre fille? Si, je le faisais, mais la vraie différence, c'est que quand ma petite fille fait une scène, une petite crise, j'argumente. J'essaie de trouver des compromis, de lui expliquer les choses de façon à ce qu'on s'entende. Voilà. À aucun moment avec votre petite fille, vous n'êtes tenté de la mépriser, de l'humilier, de la railler? Tenter, oui, mais très vite, je contrôle. Comment vous l'expliquez? Comment j'explique que vous arriviez à vous contrôler aujourd'hui? Parce que je travaille là-dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fille si elle nous écoute aujourd'hui? On a toujours la sensation, surtout l'impression qu'on ne reproduit jamais, que nous, on ne fait pas ce qu'on a vécu. Et pourtant, on fait autre chose. Et ça peut être de la maltraitance ou voilà, des choses qui font mal à un enfant. Et qu'un enfant voilà, il faut rester bienveillant tout le temps, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il vous est arrivé de lui demander pardon? À ma fille? Oui. Toutes ici présentes? Non, il n'y a plus assez de dialogue pour ça. Est-ce que vous n'avez plus, vous, de dialogue avec vos deux filles? Dialogue avec la grande encore un peu, mais ça ne concerne jamais. C'est devenu tabou. Est-ce que vous avez envie de leur transmettre un message à vos filles? Oui, oui, que si on pouvait en parler toutes les trois, ce serait bien. Parce que c'est vraiment devenu un tabou et il n'y a personne qui se lance dans la conversation sur ça, quoi. Et pourtant, c'est le nœud problématique de la famille. Vous avez essayé, vous, de vous lancer dans cette conversation? Non, jamais. Le pardon, vous leur avez... Non. Vous voulez le faire aujourd'hui sur ce plateau? Oui, c'est l'occasion. En regardant la caméra? Je demande pardon à mes deux filles de les avoir maltraitées. Et si on pouvait rediscuter toutes les trois de ça, ça pourrait peut-être nous faire avancer toutes les trois. Je souhaite du fond du cœur pouvoir vous accueillir sur le plateau de l'Histoire continue, en espérant que vous ayez pu renouer un dialogue. Lisanne,
Vous en êtes où dans votre tête, là-haut? On va dire qu'il y a une petite lumière qui s'allume. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule à avoir subi des choses et à avoir peur d'en faire subir. C'est rassurant de se dire qu'on n'est pas seul? Je ne sais pas si c'est rassurant. Ça veut dire qu'il y a des travers humains un petit peu partout, dans différents milieux, dans différentes structures familiales, que ce n'est pas simple comme toute relation humaine de toute façon, et que je peux, moi, faire de mon mieux pour justement éviter que plus tard j'ai à demander pardon à mes enfants. Merci d'être venu, d'avoir accepté de témoigner sur notre plateau. Nous prendrons des nouvelles de chacun et chacune d'entre vous, car vous le savez, notre histoire commune ne s'arrête pas une fois les lumières du studio éteintes, puisque depuis quelques mois, dans l'Histoire continue, nous sommes heureux de vous retrouver et d'en savoir un peu plus chaque jour sur celles et ceux qui ont marqué nos esprits. Aujourd'hui, c'est Déborah et Monia qui ont accepté de revenir sur leur parcours. Merci à toutes les deux d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Déborah, je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur notre plateau. Je vais commencer avec vous. Nous vous avions reçu le 25 janvier 2011. Quel était le thème de l'émission? Comment réouvrir son cœur après avoir perdu l'amour de sa vie. Pourquoi aviez-vous ressenti le besoin de venir témoigner? J'étais venue sur le plateau parce que j'avais perdu mon concubin, le papa de mon fils, et j'avais refait ma vie. Je m'étais mariée, mais je n'arrivais pas à introduire Sébastien à sa place. Qui était cet homme que vous ne pouviez oublier? C'était mon concubin avec qui je vivais depuis 3 ans, qui a été décédé. C'était le papa de mon fils à l'époque, qui est âgé de 4 mois. Comment est-il décédé? D'un accident de voiture. Vous aviez quel âge? J'avais 20 ans à l'époque. Après son décès, votre vie ressemblait à quoi? Je vivais avec son fantôme, en fait, dans les souvenirs, les photos. Je voyais que par lui, quoi. J'espérais qu'il reviendrait. Et puis, mais bon, il fallait que je me relève. J'avais toujours le petit qui avait 4 mois, donc je n'avais pas le choix d'avancer. Alors, au moment de votre passage dans toute une histoire, vous aviez refait votre vie donc avec Sébastien, mais le fantôme de Yacine était toujours présent et vous empêchait de vivre votre nouvelle relation. Où en est votre couple aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans le reportage que nous vous avons consacré. C'est à Caussade, dans le Tarn-et-Garonne, que nous sommes allés à votre rencontre. Je pense que quand on perd quelqu'un, on ne pourra jamais re-aimer. Déborah avait 22 ans quand Yacine, son premier amour, s'était tué dans un accident de voiture. Il lui avait fallu des années pour laisser un autre homme entrer dans sa vie. Il m'a envoyé un message s'il pouvait me rencontrer, donc je lui ai bien noté, répondu à son message en lui disant que oui, c'était possible, mais que j'avais mes enfants qui passaient en premier et Yacine surtout. Moi, j'avais pas forcément besoin d'un homme dans ma vie, mais mes enfants ont besoin d'un papa. Ça blesse, hein. Mais bon, je suis tombé amoureux d'elle et par amour, je supporte. Malgré une histoire d'amour au début difficile, Déborah et Sébastien avaient décidé de se marier. Pourquoi vous dites que ce mariage a failli ne jamais avoir lieu? C'est que je voulais absolument la photo, le poster de Yacine dans la salle des fêtes. Et donc, lui, il a refusé. On avait déjà envoyé les faire-part et il me dit non, ça non. Pour moi, c'était mon jour. Il était hors de question que je me marie avec Yacine à côté de moi. C'était hors de question, hors de question. Et quels mots de Déborah vous ont le plus blessé en préparant ce mariage? Ça aurait dû être Yacine à ma place. 2 ans après leur rencontre, Déborah ne parvenait toujours pas à ouvrir son cœur à Sébastien. Et leur couple peinait à se construire. Yacine, c'est Yacine, quoi. Et tant qu'il n'accepte pas à 100%, je pense qu'on va stagner. Je ne demande pas d'oublier Yacine, c'est impossible. On ne peut pas tourner la page. Mais construire notre vie avec ma place au sein du couple. Trois ans plus tard, c'est une Déborah méconnaissable qui revient sur son parcours. Quand je me suis revue dans l'émission, je ne me suis pas reconnue. J'avais aucune attention pour Sébastien, j'étais vraiment très glaciale. Et je me suis rendu compte que moi j'en souffrais, Sébastien aussi. Donc si je faisais pas d'efforts ou que j'avançais pas de façon positive, que quoi qu'il arrive, mon couple ne tiendrait pas et de toute manière je perdrais encore tout, quoi. Déborah a décidé de se remettre en question pour que son couple et sa famille ne souffrent plus.
J'ai changé beaucoup de choses dans ma façon de penser et le comportement. En fait, j'ai vraiment fait, je crois, comme le deuil en fait de Yacine. Et j'accepte Sébastien comme il est. Et je ne fais même plus de comparaison en fait. Voilà, Sébastien, c'est l'avenir. Et puis Yacine, c'est mon passé quoi. Grâce à ses efforts, Déborah se donne aujourd'hui le droit à un bonheur qu'elle s'interdisait jusque-là. Aujourd'hui, mon couple on est fusionnel. Je suis même, je crois même plus accrochée à lui que lui ne l'est finalement. La part de bonheur reste à suivre, bien sûr, avec une petite fille qui doit arriver en janvier 2014 et je pense que ça consolidera de toute manière la suite. Latifa, la meilleure amie de Déborah, et Sébastien, son mari, ont vécu au plus près l'évolution de la jeune femme. On a vraiment appris à se connaître, en gros, à s'apprécier, à s'aimer. Et maintenant, on est vraiment soudés, quoi. Et même pour ce que je suis. Je pense qu'elle s'est rendue compte, après son passage, qu'elle pouvait lui faire confiance et qu'il serait là pour elle. Sébastien s'est imposé sur pas mal de choses, a donné son avis sur pas mal de choses. Déborah s'est ouverte en le laissant aussi être un papa, être un mari et prendre sa place au sein de la maison. Ouais. Ces dernières années, il n'aurait pas imaginé que Déborah puisse se donner le droit au bonheur. Déborah, aujourd'hui, je la vois pleine de vie, amoureuse, pétillante et elle profite de chaque moment de la vie, mais intensément, quoi. Je suis vraiment fier d'elle. Quand je vois là où elle est passée, tout ce qu'elle a subi, c'est vraiment la femme la plus courageuse que je connaisse, une femme extraordinaire. Déborah et Sébastien forment aujourd'hui un nouveau couple et ils préparent l'arrivée de l'heureux événement prévu dans 5 mois. Pour moi, ça va être premier bébé, non? Premier bébé, première naissance, ouais. Première nuit blanche. Les premières, il va y en avoir, je pense. Bon, en tout cas, j'ai confiance en toi et je suis sûre que tu seras un bon papa. Tu as montré tes preuves jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de raison. Je t'aime, mon gars. Ben, moi aussi, je t'aime. Ouais. Allez, on va aller voir. Bonjour. Monsieur, entrez. Bonjour. Ça va bien? Contrairement à Déborah, déjà mère de 2 enfants, Sébastien va assister à sa toute première échographie. Est-ce que vous le sentez déjà bouger? Très peu. Très peu? Très peu, Le début est là, un petit peu. Voilà, un petit peu, voilà. On va passer à côté? Oui. Je vous en prie. Merci. On va entamer l'échographie. Le couple attend aujourd'hui une confirmation sur le sexe de son bébé. Le médecin leur avait déjà donné une première indication lors du rendez-vous précédent. A priori, si je ne me trompe pas, on est face à une petite fille. Ça va, t'es content? Je suis heureux, moi, je vois ça, je suis content. Ça se concrétise en fait. On voit le bébé entier, presque, on va dire. On pourra dire elle. C'est que c'est une petite fille et voilà, il n'y a plus qu'à l'attendre, quoi. Ouais. C'est la soudure de notre amour. Ouais, c'est la reconstruction en fait, voilà, aussi bien de notre couple que de notre environnement familial. C'est un nouveau départ en fait. Voilà. On a des petites décos aussi, des petits chaussons. Regarde. Super, ils sont trop mignons. Ceux-là aussi. Moi, on va les mettre peut-être en déco sur la table, non? Ouais, ça marche. Comme ça, les filles les verront. Allez. Déborah a décidé d'organiser une baby shower, une fête avec ses amis proches pour célébrer l'arrivée de ce bébé tant attendu. Voilà, moi c'est pas trop chaud, regardez ici. Et nous aussi, on t'a acheté des petits cadeaux, donc voilà. Tu me fais pas ces cadeaux? Ouais. Le premier cadeau de ma nièce. On va sortir. Elles sont pas mal, hein? Ouais. Du doudou, je veux que tu lui donnes, ce sera son doudou. Oh non, merci, franchement, les filles, merci. Merci à toutes. Hein. Non. Merci à toi de me faire vivre ce moment avec toi aussi. Déborah semble déterminée à regarder vers l'avenir, notamment grâce au soutien de ses amis et de sa sœur Émilie. En fait, c'était inespéré ce bébé, donc c'est que du bonheur pour toi. C'est une nouvelle histoire qui commence et voilà. Et je te souhaite plein de bonheur et que des belles choses. Et je suis très contente de voir où t'en es arrivée après tout ce que t'as vécu. Et voilà, et cette nièce, je vais l'aimer autant que les 2 premiers. Et je serai toujours là pour toi. Et je suis très très fière de toi. Merci. Rien. Ignoring this big lump in my throat. I shouldn't be crying.
Bonjour Sébastien, merci d'être là. Alors d'abord, Déborah, moi je ne vous aurais pas reconnue personnellement. Vous aviez perdu combien de kilos avant de tomber enceinte? 40 kilos. Est-ce que c'est une décision consécutive à votre passage sur l'émission? Moi je crois que ça a été un tout. Je me suis lancée, puis ça allait mieux dans ma vie, donc ouais. Ça a provoqué quoi, le passage dans toute une histoire? Je ne me suis pas reconnue en fin de compte. Je me suis trouvée froide, sans sentiment, méchante avec Sébastien. Et enfin, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas non plus sans cœur. Hein. À quel point le souvenir de Yacine était-il présent dans votre vie? Ah, mais c'était au quotidien. De toute manière, on n'était que des colocataires. Il fallait que Sébastien mette le même parfum, les mêmes habits, enfin tout ce qui pouvait faire ressembler. Enfin, Sébastien, il n'était vraiment pas à sa place, quoi. C'était un colocataire. Est-ce que le fait de venir dans notre émission, ça vous a libéré d'un poids? Ça m'a fait comprendre qu'on pouvait... j'ai vu des gens sur le plateau déjà qui avaient avancé, qui avaient réussi. Sur le moment, j'y croyais pas. Et en me revoyant avec le recul, ça m'a fait comprendre que oui, au final, on pouvait avancer. Eh bien, dis donc, c'est énorme. Alors, Sébastien, c'est un bon investissement de venir nous voir. Tout à fait. Hein? Complètement. Vous avez dû vous en féliciter. Oui. Pourtant, vous aviez peu d'espoir. Hein. Pourquoi vous aviez tenu à accompagner votre femme? Au début, j'avais pas forcément envie de venir. Puis après, j'ai dit qu'il fallait sauter le pas pour justement en parler et rencontrer d'autres personnes éventuellement qui pouvaient avoir vécu cette chose-là. Pourquoi vous n'aviez pas envie de venir? C'est délicat de parler de ces choses-là. Vous aviez peur que les gens ne comprennent pas? Voilà, tout à fait. Alors, suite à votre participation à l'émission, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien de couple? Tout a changé. Je veux dire, ma femme, c'est... Je suis sa femme. C'est ma femme. Je ne suis plus sa colocataire. Voilà. Maintenant, je prends plaisir à aller manger avec lui, à me lever, à le voir. En fait, c'est comme si vous vous étiez donné l'autorisation de l'aimer. Ah, maintenant, oui. Maintenant, j'ai plus déjà ce sentiment de culpabilité, de trahison envers Yacine, alors qu'à l'époque, je l'avais. J'avais toujours l'impression que je le trahissais. Maintenant, non, Sébastien est vraiment à sa place. Yacine est à la place où il doit être. C'est-à-dire? Voilà, je sais qu'il fait partie de mon passé, ça restera le papa de mon fils, c'est sûr, il aura toujours sa place, mais voilà, l'avenir est avec Sébastien. Il y a peut-être une place dans votre cœur aussi. Oui, après, voilà, mais il est à la bonne place. Il ne prend plus la place entre nous deux, et puis même Sébastien, maintenant, il n'y a plus de sujet tabou, on peut en parler sans problème. Non. Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vie de famille? Énormément. Déjà, les petits m'appellent papa, les deux premiers. Ah bon? Ce qui était inespéré avant. Je veux dire, on fait plus ménage à trois. Maintenant, c'est Déborah et moi, et les enfants. Et en plus, on attend notre petite fille pour bientôt, quoi. Un nouveau bébé. Donc, c'est quoi votre message aujourd'hui? Parce que vous avez su être patient, aimant, alors que c'était pas toujours facile pour vous. Tout à fait, tout à fait. Donc vous vous dites quoi aujourd'hui avec le recul? Que tout peut changer, qu'il faut être patient et se laisser le temps, mais que tout est faisable. Est-ce qu'il y a des moments où vous n'y croyez plus? On va dire qu'avant l'émission, c'était très dur. Ouais. Comme on a pu le voir en 2011, c'était chaud. Puis maintenant, je veux dire, quand je vois la différence entre 2011 et 2013, c'est énorme. Merci pour votre témoignage qui, j'imagine, donnera espoir à tous ceux qui pensent ne jamais pouvoir aimer à nouveau. Il est temps à présent de prendre des nouvelles de Monia. Bonjour Monia. Bonjour. Alors vous êtes venue sur notre plateau le 27 octobre 2010, puis le 15 juin 2011, les deux fois avec le même espoir, être enceinte d'une fille. Pourquoi avoir une fille était-il aussi important pour vous? C'était mon idéal. J'ai rêvé d'avoir une fille depuis que j'avais l'âge de 15 ans, donc ça a été un rêve qui m'a fait passer à côté des premières années de mon premier fils. Avant d'être maman, vous souhaitiez combien d'enfants? À la base, je voulais un seul enfant, une fille unique. Alors, au moment de votre passage dans notre émission, les bébés, toute une histoire 2011, vous étiez enceinte de votre troisième enfant. Oui. Vous espériez alors avoir une petite princesse à tout prix. Vous ne vouliez qu'un enfant, mais vous en avez fait deux, parce que c'était un garçon le premier. Un premier garçon. Le deuxième était un garçon. Donc deuxième vous avez dit, garçon. Forcément, il faut que j'en fasse un troisième. Je me suis dit, je me laisse une dernière chance, effectivement. Bon. Alors, donc, vous souhaitiez une petite fille. Votre vœu s'est-il exaucé? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage. Ça se passe chez vous, en Belgique.
la relation d'une mère avec sa petite fille, c'est différent. Depuis l'âge de 15 ans, Monia avait un rêve, être maman d'une petite fille. C'est viscéral chez moi. Le strass, les paillettes, les choses qu'on peut ressentir avec une petite fille qui ne sont pas identiques avec un garçon. Déjà mère d'un petit garçon, Monia avait alors suivi les conseils de Roberte pour enfin avoir une fille. C'est une méthode des grands-mères que j'ai reprise, qui se base sur la nature. J'ai suivi les conseils. Ça a marché? J'ai eu un deuxième enfant. Du sexe que vous souhaitiez? Non. Vous étiez dans quel état d'esprit, Monia, quand vous avez appris le sexe du bébé? J'ai beaucoup pleuré et ça a duré 3 bonnes semaines, franchement. Je me suis gâchée aussi une bonne partie de ma grossesse à cause de ça. Je m'en veux parce qu'une fois qu'on a bébé et qu'il est là, c'est que du bonheur, c'est vrai. Mais malgré tout, reste ce manque. 8 mois après son passage dans Toute une histoire, Monia était revenue sur notre plateau nous annoncer une bonne nouvelle. Bon, bien, personne n'est au courant, y compris mon papa. Donc papa, je suis enceinte de 3 mois. Et afin de découvrir à ses côtés le sexe de son bébé, nous avions accompagné Monia à sa première échographie. Alors, Madame Monia. Alors moi, à première vue, sur un angle, ça me laisse supposer plutôt un petit garçon. Attendez, là, je suis en train de regarder sous un autre angle. Ouais. Maintenant que je regarde, là, je partirais quand même plus sur une petite fille. Je ressens un manque. Il me faut une petite fille en plus de mes garçons pour compléter. Voilà. 2 ans après l'émission, c'est à Tournai, en Belgique, que nous retrouvons Monia. Et elle est aujourd'hui l'heureuse maman d'un 3e enfant. Oh, bonjour Doudou. Bonjour bébé. Et malgré le diagnostic de sa première échographie, la nature en a décidé autrement et lui a donné un 3e garçon. Je vous présente Dylan, qui a 21 mois. C'est le petit dernier de la famille. J'ai beaucoup changé depuis la dernière émission. Mon état d'esprit a évolué. Et maintenant, j'apprécie ce que j'ai plutôt que de pleurer ce que j'ai pas. Voilà, grosse bouille. T'es une crapule. Allez, on va aller prendre le petit déjeuner? Oui. Dylan vient donc compléter cette famille majoritairement masculine avec Logan, 6 ans, Evan, 3 ans, sans oublier Marc, le papa. Il faut bien manger, Loulou. Après, tu joues au foot, hein. Si aujourd'hui, les chaussures de football ont remplacé ses rêves de petite robe, Monia prend son rôle de maman de 3 garçons très à cœur. Voilà, un vrai petit footballeur, mon Loulou. On y va? Allez. À tout à l'heure. Et c'est en vraie supportrice qu'elle accompagne aujourd'hui Logan à son activité. Allez, Loulou! Allez, Logan! Allez, Loulou! Allez! Monia a laissé derrière elle son obsession d'avoir une fille et elle souhaite désormais profiter de chaque instant avec ses garçons. C'est important pour moi de passer du temps avec mes aînés. Du fait de mon obsession quelque part à avoir une fille à tout prix, je suis passée à côté de plein de choses qu'aujourd'hui j'essaye de passer plus de temps avec eux pour rattraper ça. C'est bien, t'as bien joué mon Loulou. Bravo. Allez, on va aller à la maison, on va aller voir Dylan. L'arrivée de Dylan dans la famille a provoqué une prise de conscience chez Monia. Peu importe le sexe de ses enfants, elle réalise qu'elle peut être une maman épanouie au milieu de ses 3 garçons. C'est bon ça, hein? Mais qu'en pense le 4e homme de la famille? De voir ma femme jouer comme ça avec les gamins, etc., je veux dire, ça m'apporte énormément de plaisir. J'étais persuadé que d'une manière ou d'une autre, avec le temps, que ce soit fille ou garçon, que la complicité s'instaurerait. Je pense qu'elle a franchi le cap et puis elle a beaucoup de mérite parce que on dit qu'elle a 3 gamins, en réalité elle en a 4 quoi. Et je suis pas des moindres donc je suis super fier de la voir comme ça. J'avais peur que du fait que ce soit que des garçons, on n'ait que des loisirs masculins et qu'ils soient toujours derrière papa et au final c'est pas le cas. C'est plutôt même des fils à maman pour l'instant. Donc finalement la tendance s'est inversée. Hein. C'est pas que des fils à papa au final, c'est les fils à maman aussi. Ah, c'est sûr. C'est donc un beau petit garçon dans le reportage. On vous a vu très heureuse avec vos 3 fils. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez à ce point changé? Comment vous avez dépassé ce désir d'avoir une fille?
Alors déjà, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis, j'ai eu une 3e grossesse qui a été très difficile. À 29 semaines, j'étais hospitalisée. J'ai été alitée jusqu'à la fin de ma grossesse. Et là, j'ai réalisé que je pouvais perdre mon enfant. Et je crois donc là, que... on fait la priorité, on voilà, fait la part là, des on choses. fait vraiment la part des choses. Et tout ce qu'on veut, c'est que le petit naisse en bonne santé et que, surtout qu'il soit parmi nous déjà. Le passage dans notre émission, ça vous a aidé justement à aller vers cette acceptation? Ça m'a aidé à prendre conscience de ce qui se passait, que je passais à côté de trop de choses, que je ne voyais pas la chance que j'avais et je voyais uniquement ce que je n'avais pas. Et effectivement, depuis le passage à l'émission et depuis ma 3e grossesse, j'ai senti que ma famille était au complet à ce moment-là. Donc on sent que vous rattrapez le temps perdu avec vos aînés. Hein, vous diriez quoi de votre relation aujourd'hui avec vos garçons? Aujourd'hui, ma relation, elle a toujours été complice, mais je trouve qu'elle s'est encore améliorée. On est très proches, j'essaye de passer du temps avec chacun d'eux, vraiment séparément et ensemble. Et aujourd'hui, j'ai une Ce que vous avez dit dans le reportage, c'est important d'inverser la tendance, de vous contenter de ce que vous avez et d'arrêter de pleurer sur ce que vous n'avez pas. C'est une philosophie de vie en général, ça peut-être, non? Exactement, c'est une philosophie de vie. Et puis, j'ai changé, j'ai mûri, j'ai réfléchi et j'essaye de m'améliorer aussi. Alors, vous avez mûri, pourtant vous êtes toute jeune, vous n'avez que 33 ans. Est-ce que vous en ferez un petit 4e? Non. Aujourd'hui, je sens que ma famille est complète, je suis heureuse comme ça et ça se passe bien. Donc, non, j'ai plus ce désir d'aller plus loin. Votre mari doit être super fier de vous, non, de voir cette évolution? Mon mari il a eu des périodes de doute parce que ma 2e grossesse, ça a été difficile pour moi d'accepter un 2e petit garçon. Et puis quand j'ai vu que ça se passait très bien et que ça se passe maintenant très bien avec le 3e, mais il a vu que j'ai accompli un chemin et il est très fier aujourd'hui de la complicité qui existe entre mes fils et moi. Eh bien, joli parcours, hein. Vous avez su vous remettre en question et grandir vite. Je trouve. Vos 3 garçons sont avec nous. On les accueille? Oui. Alors, comment s'appelle-t-il? L'aîné? Logan. Le Evan. Deuxième? Evan et Dylan. Trop mignon. Ils se ressemblent, hein, les 3. Ils font du foot? L'aîné fait du foot? L'aîné fait du foot. Le 2e est encore un peu trop jeune, mais il va suivre le chemin, apparemment. Ouais. Très bien, je vais vous demander à tous les 3 de signer le grand livre de l'histoire continue, en commençant avec vous, Déborah. Voilà, merci d'être venue nous voir. À bientôt peut-être. Qui sait, hein, vous reviendrez peut-être sur notre plateau pour nous annoncer d'autres bonnes nouvelles. On n'en sait rien. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Bon après-midi sur France 2. Ma révolution porte ton nom. Ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer. Pour toi, je ne cesserai jamais de marcher. Ma révolution porte ton nom. Cet homme représentait tout, en fait. C'était l'homme de ma vie. Il ne s'attendait pas à être quitté du jour au lendemain. Le ciel m'est tombé sur la tête parce que je m'y attendais vraiment pas. On ne sommes plus sur la même longueur d'onde, je vais partir. Après le mariage de notre fille, il m'a annoncé qu'il voulait partir de la maison. Cette rupture leur a fait perdre la tête. J'ai mis des commentaires assassins sur les réseaux sociaux. Et à l'heure actuelle, je rêve toujours de vengeance. Je pouvais plus parler, je pouvais plus respirer, je pouvais pas pleurer alors que j'avais une envie de pleurer, c'était incroyable. J'ai quand même fait un séjour d'1 mois en hôpital psychiatrique. Pour moi, la vie n'avait plus de signification, alors j'ai voulu me jeter sous un train. Mais comment rebondir après avoir touché le fond? T'es malheureuse? Oui. Et là, tu continues de te faire mal. C'est important de la vivre, cette tristesse, de le vivre, son chagrin. Il faut rebondir. Quand on a touché le fond, on peut remonter que vers le haut. Je vais m'en sortir.